Ils peuvent exploser de joie. Ces bâtisseurs du 2e et 3e bataillon du service national viennent de terminer leur session d'encadrement suivie d'une professionnalisation. Ce dimanche 26 mars 2023, ils ont obtenu leur brevet de mât du général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabuik. Occasion pour le commandant de ce service d'exprimer sa gratitude au président de la République. Je voudrais rendre un vibrant hommage au chef de l'État, au président de la République démocratique du Congo. Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir permis que la formation et l'encadrement qui ont lieu en ces lieux puissent se parachever de bonne manière, mais aussi pour avoir mis les moyens conséquents. Sur l'effectif de 1008 bâtisseurs, 268 sont devenus maçons, 167 menuisiers, 87 ajusteurs. Parmi eux, plusieurs femmes. Bon, ma belle en agnos na ça avec qui a la Kinshasa, d'ailleurs on a concentré centre nanga, assist na menveru nanga msala nanga na ro sala, o leta bombela ngala sala. Ya ngwala na sali na styliste yango. Na ça ne c'est moi makasi. Non na boy. N'habite ni na ko remercier chef de l'État. N'habite ni na ko remercier général Kassongo Kabuik. Ceux qui n'ont pas pu s'appliquer correctement seront utilisés comme ouvriers agricoles. À l'instar de ceux du 1er bataillon, ces bâtisseurs nouvellement brevetés vont être affectés à travers le pays dans différents sites et chantiers que compte ce service rattaché à la présidence de la République. À noter que cette cérémonie de fin de session de formation s'est clôturée par un défilé des bâtisseurs. Masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier tikela Imo Congo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinza Umayala. Pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Esengeli boyebake pona ba problème na bino nyonso etali vente, achat, paie location, équipe ya ba professionnel ya Imo Congo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie. Botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo hôpital lokola vente, achat, location, paie likambo etali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, les angai président ya Imo Congo hôpital. Ben hôpital pour la nini. Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso baza ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour na traiter cause ba solution. Muto ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour nos solutions. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Imo Congo nyonso ya koteka sans exception. Mapango nyonso eza ya koteka sans exception. Wana route de Matadi, beaucoup d'infirmières, d'infirmières bazali, bakoyamba bino, bakosala musala comme il faut. Tobengi bino ebele ba maman ba papa, ozala posa achat, vente, location. Toza wana pona kopesa bino ba solution ya ebele. Mama kozala de cité toza awa biso moko okoti ozu lobiko na yo. Mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Biso na Imo Congo hôpital, mapangu nyonso eza ya koteka sans exception na bino. Ya solo bondi melanga masolo ya immobilier botikela yango Imo Congo hôpital. Pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Kodutete na ya bino peza ya koteka. Vous êtes communicateur de la République pour le compte de l'Union sacrée. Nous allons commenter en 2 mots les séjours du chef de l'État en Chine. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est fait accompagner d'une forte délégation. Il a reçu les honneurs lors de cette visite d'État parce que 21 coups de canon ont été tirés pour saluer son arrivée en Chine. Cette visite, vous la placez sur quel signe selon vous?
le signe d'une diplomatie de la recherche de solutions aux problèmes du peuple congolais. La diplomatie d'ouverture, d'humanité et de l'équilibre dans le concert des nations. Parce que il y a plusieurs mondes diplomatiques. Il y a le monde occidental qui est fondé sur beaucoup de valeurs, beaucoup de principes et aussi beaucoup de promesses. Mais il y a le contraire de ce monde-là. J'ai cité la Chine et ils sont pragmatiques. Et vous parlez du monde occidental avec beaucoup de promesses, beaucoup de valeurs. Des valeurs et des promesses non tenues. Beaucoup de théories. Beaucoup de théories. Et beaucoup de promesses. Tu vois, la politique occidentale est fondée sur les idéaux, les discours éloquents, mais parfois non accompagnés de ce qu'on attend justement après, c'est la déclaration politique. C'est ça justement la politique? Non. La politique n'est pas une science de promesses sans réalisation. Mais dans la politique, il y a des promesses qui précèdent les réalisations. Et lorsque il y a des discours, des promesses, mais qui ne songent pas, une fois rencontré la vérité ou la réalité, ça s'appelle la démagogie, qui est reconnue comme anti-valeur dans tous les systèmes politiques. C'est ce qui explique aujourd'hui les regards tournés vers la Chine aujourd'hui par la RDC. Non, j'ai dit diplomatie d'ouverture, diplomatie de l'équilibre. Ça veut dire autant le chef est en pourparler, en dialogue, en interdépendance avec le pays de l'Occident, autant il a de très bonnes relations avec les pays de la sous-région, de la région et pourquoi pas de l'Asie. Et c'est ça être un État. C'est être à mesure de représenter ou de faire entrer ses intérêts dans tout le pays de la planète. Et c'est ce que le chef de l'État est en train de faire. En plus de et vous ne voyez pas, parce que, sans pour autant vous couper, je sais que il y a, entre le pays, ce sont les intérêts qui priment. Je rappelle que vous avez fait les Sciences Po et vous en savez quelque chose. Il n'y a pas d'amour au sens propre du terme. Ce sont les intérêts qui unissent les nations. Vous ne voyez pas qu'en se rapprochant de la Chine, nous risquons d'amener sur notre sol, sur la RDC, justement le sol congolais, cette guerre froide qui ne dit pas son nom entre la Chine et les États-Unis? Il faudra que nous puissions analyser l'évolution de la société internationale en collaboration avec l'émergence de la communauté internationale, qui sont des concepts différents en relations internationales. La société est un environnement, est un espace où il y a contradiction des intérêts, où il y a aussi la pratique de ce qu'on a appelé hier le réalisme. Lorsque les intérêts convergent, il y a amour. Lorsque les intérêts divergent, il y a l'enfer, c'est-à-dire on se déchire. Mais après l'état de cet état de la société internationale, il y a l'émergence du droit international humanitaire. Il y a également l'émergence des ennemis communs entre États. Par exemple, le terrorisme. Par exemple, la Covid-19. Par exemple, les objectifs du millénaire pour vaincre la pauvreté. Par exemple, les objectifs du millénaire pour asseoir la parité. Ce sont des valeurs communes qui exigent que les États ne se regardent plus seulement comme ennemis ou amis sur base des intérêts, mais aussi comme communauté en face des antivaleurs et des ennemis opposés à ce que nous avons comme planète ou espace de vivre ensemble. En ce moment-là, le chef de l'État ne peut pas dire « j'aime la Chine, je n'aime plus l'Occident » ou « j'aime seulement l'Occident, je n'aime plus la Chine ». C'est pourquoi j'ai dit que si vous voyez très bien le système politique, la dose politique de Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, c'est le système politique de l'équilibre. Ici, sur le plan national, il a concilié tous les extrêmes politiques, du moins de tous ceux qui voulaient l'entendre de cette oreille-là, en créant l'union sacrée de la nation.
sur le plan sous-régional, il a demandé aux pays voisins, le Rwanda et les autres, surtout les 9 pays limitrophes, la République démocratique du Congo, qu'il y a lieu de reconsidérer les relations entre nous, au lieu d'ériger... Même si aujourd'hui le Rwanda ne suit pas, la main tendue de Félix Tshisekedi n'a été suivie d'aucun effet, parce qu'aujourd'hui, nous avons la guerre d'agression dans la partie Est par le truchement du M23. Mais effectivement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait déjà soulevé la question qu'il c'était possible de voir l'Afrique autrement. Mais si vous prenez les discours du chef de l'État ou le message du chef de l'État lors de son échange public avec son homologue président français, j'ai cité Emmanuel Macron, le chef de l'État n'a pas hésité de dire à Emmanuel Macron clairement devant les Congolais et devant les Africains que l'Afrique attendait une reconsidération des relations, des appréhensions entre l'Europe, entre l'Occident et nous. Il a dit ouvertement qu'il y a lieu de nous reconsidérer. Et donc aujourd'hui, le fait pour les chefs d'aller en Chine, d'abord ce n'est pas une nouveauté. C'est depuis longtemps que la Chine est au Congo. Non, mais c'est la première visite d'État quand même d'un président de la République. Ce n'est pas les relations Chine-Congo ne sont pas à leur première phase de l'existence. Qui a construit les stades de martyrs? Qui a construit le palais du peuple, si je ne m'abuse pas? Donc nous avons déjà négocié avec la Chine, même pendant la grande dictature. Mais l'Europe qui prêche la démocratie, qui prêche l'état de droit, qui prêche la bonne gouvernance et qui donne des promesses de développement, a collaboré avec les dictateurs Mobutu jusqu'à sa mort. Et les deux parties ont convenu justement de redynamiser leur coopération dans plusieurs domaines d'intérêt commun entre les deux pays, notamment l'éducation, les infrastructures, le numérique, l'environnement. Pensez-vous que c'était aussi une occasion pour revisiter ou revoir ces contrats du siècle qui fait beaucoup de bruit, notamment le contrat chinois? Même si ce n'était pas l'ordre du jour. En impulsant l'inspection générale des finances, sous le leadership, j'ai dit, Gilles Alingueti voulait voir clair sur les finances publiques et le reste des biens de l'État. Et Gilles Alingueti et ses inspecteurs des finances nous ont été aidés à comprendre que l'ancien, ou si pas les anciens contrats sino-congolais n'étaient pas fondés sur la recherche du bien-être congolais. Et quand est-ce que parce que l'une des parties n'a pas respecté les clauses du contrat. Quand est-ce que les chefs de l'État foulent la terre chinoise? C'est après avoir, par les services publics qui est l'IGF, que nous saluons en passant le travail, que l'IGF ait démontré que dans ces contrats qui étaient signés sous Joseph Kabila, le Congo n'a pas bénéficié comme on l'attendait. Et que les entreprises chinoises avaient reconnu leur tort et ont accepté de payer aux Congolais ce qui manquait de leur donner à ce temps. Donc, quand le chef va maintenant, et vous voyez la forte délégation ministérielle qui l'a accompagné, c'est pour dire, je veux que nous puissions négocier autrement, mais pour le peuple d'abord. Nous allons terminer ces chapitres consacrés à la visite d'État du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en Chine. Il y a eu des accords qui ont été signés, des mémorandums d'entente. Dans la foulée, je prends cet accord signé entre la RTNC et la télévision publique chinoise, la CGTN. Ça vous inspire quoi quand vous voyez la DG, la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elingue, et son homologue chinois signer des mémorandums d'entente devant leurs chefs d'État respectifs? Sous l'impulsion du chef de l'État, je pense que chaque secteur de la vie nationale est en train de subir les chocs de qualité progressivement. J'ai, avant cette émission, échangé moi-même avec Madame, la DG de la RTNC, Madame Sylvie Elingue. J'ai compris qu'elle a une nouvelle façon de voir la presse comme j'imaginais. Je ne vais pas dire ce qu'elle m'a dit ici, mais je pense que les programmes, si ça nous intéresse pas, si je vois ce qu'elle m'a montré comme proposition de programme,
je pense qu'elle a bien compris le sens d'une télévision ou d'une presse alternative. Ça veut dire quoi? Mais ce n'est pas pour rien qu'ailleurs on a dit la presse constitue le quatrième pouvoir. Et moi je peux dire même le pouvoir des pouvoirs. Parce que tout passe par la communication. Et donc, lorsqu'on a une chaîne, ou deux chaînes, ou des médias publics, qu'on ne sait pas équiper avec des apports étrangers capables d'impulser le développement intégral ou triade du peuple congolais, ça veut dire qu'on va le regretter, on va dire hier, demain, pourquoi je ne l'ai pas fait hier? Je pense que ce contrat sera le bienvenu parce que, vous voyez quand même actuellement, la RTNC est ouverte à tous les courants politiques et sociaux. Mais la RTNC a besoin d'avoir des outils de qualité pour mieux faire son travail. Et nous ne pouvons que louer cette attitude-là. Et vous avez fait ce que les chefs avaient. Non seulement que la RDC, la RTNC et la CGT collaborent, mais aussi il y a eu les personnels de la RDC de qualité, la RTNC qui a négocié. Donc il y aura un échange, un échange de contenu, un échange de programmes entre les deux télévisions nationales. Et la Chine ou la CGTN va nous envoyer quelques programmes qui seront diffusés ici à la RTNC. Et la RTNC et vice-versa. La RTNC va envoyer certains contenus qui seront diffusés en Chine. Ça, c'est vraiment quelque chose de bien. À part l'échange de contenu, même des équipements. Mais c'est ça, l'équipement, les contenus, la technologie, l'échange de culture et surtout les soucis communs d'aller de l'avant. Parce que la Chine sait ce que la RDC représente pour son développement. Parce que la Chine ne vient pas ici sans se rendre compte que il y a ce qu'elle manque au Congo. Et nous allons là-bas parce qu'il y a ce que nous manquons qui est en Chine. Donc, les autonomies des États n'excluent pas l'interdépendance et la coopération mutuelle pour que chacun des États puisse se retrouver dans le Conseil des Nations. Nous allons prendre l'autre sujet d'actualité dans ce magazine. C'est justement pour parler des Luanda. Le président de la République a effectué le déplacement vers Luanda, en Angola, pour assister à ces pourparlers. Des pourparlers qui sont assortis justement de quelques résolutions, notamment les précantonnements et les cantonnements des éléments du M23. Vous voyez que le chef de l'État, dans sa diplomatie, il a entamé 3 étapes qui viennent de réussir totalement. D'abord, communiquer, poser des actes, marcher, bouger dans le sens de convaincre toute la classe politique et sociale de la République démocratique du Congo que la guerre que le Congo traverse est une guerre structurelle. Ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu des régimes qui se sont succédés et que chacun de ces régimes ne s'est pas très bien comporté par rapport à la sécurité de notre pays. Voilà pourquoi aujourd'hui nous souffrons. Mais ça, c'est la continuité de l'action du gouvernement. Non, mais la continuité, lorsque celui qui devait faire un n'a pas fait un. Et vous le remplacez, vous devez continuer pour faire un et deux en même temps. Vous ne continuez pas, vous allez commencer. Parce que la continuité, ça veut dire que le principe de la continuité des services publics, ça veut dire que là où l'autre a échoué, vous corrigez, vous continuez. Non, ça veut dire que l'État ne sommet pas, l'État continue à exister, les individus, les structures restent, les individus passent. Maintenant, lorsque vous, là où vous devriez donner la sécurité, vous avez donné l'insécurité. L'autre qui vient ne va pas continuer l'insécurité, il va mettre fin à l'insécurité et commencer. Or, sur le plan sécuritaire, nous ne nions pas les acquis des anciens régimes parce que quand même le président de la République a trouvé une armée. On ne peut pas nier ça. Nous ne pouvons pas nier les acquis du régime parce qu'il a trouvé quand même des généraux, il a trouvé quand même des équipements. Aujourd'hui, nous pouvons poser la question aux Congolais. Est-ce qu'après la diplomatie proactive du chef de l'État, l'M23 avance ou l'M23 recule? Et d'après vous, la réponse? L'M23 recule. Pourquoi? Après le lancement de l'état de siège, le nombre de mouvements rebelles a baissé, le nombre d'embuscades a baissé, le nombre de tueries a baissé. C'est peut-être parce qu'il y a la trêve aujourd'hui, la trêve, et puis mais ils gardent... Mais la trêve, elle n'est pas tombée du ciel. Ils gardent pratiquement leur position. Mais non, mais la trêve, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous dit de ne plus continuer.
Et cette trêve s'en faveur du peuple congolais parce que ces gens-là, s'ils trouvaient un régime faible, ils n'avaient pas d'intérêt de négocier. Un mouvement rebelle ne négocie pas avec le pouvoir s'il est fort et à même de renverser le pouvoir. Mais aujourd'hui, avec la diplomatie proactive et humanitaire du chef de l'État, nous avons eu la possibilité de mettre fin au régime de notification en ce qui concerne l'achat des armes et autres équipements militaires. C'est une grande avancée significative. Nous avons obtenu la levée de l'embargo injustifié qui ne nous permettait pas d'attaquer l'ennemi. Qu'est-ce que nous allons cantonner? Leurs idées de la guerre ou leur corps? Et si nous réussissons à cantonner leur corps physique et que nous n'aurons pas cantonner les vous entendre, vous êtes pessimiste parce que c'est tout un programme qui a été mis sur pied avec l'appui des partenaires pour la prise en charge de tous ces qui seront des ex-combattants qui seront cantonnés, démobilisés et même un programme de réinsertion dans la vie civile pour ceux-là qui voudront. Je répète, oui, il y a l'esprit de la guerre, les corps de la guerre et les milieux de la guerre. C'est qu'on aura tué le corps qui fait la guerre. Mais si on ne tue pas l'esprit qui fait la guerre, les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets. Cet esprit, on va le tuer comment? Voilà, c'est là que nous devons développer l'intelligence nationale. Et d'après vous, on va le faire comment pour tuer cet esprit-là? Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la place publique. Mais je pose le problème. Mais s'il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la place publique, dites quand même ce que les gens peuvent comprendre. Comment vous ce qu'on peut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nous devons nous poser la question de savoir pourquoi les Nord-Coréens ne touchent pas l'arme contre leur pays, même s'ils ne sont pas d'accord avec les régimes. Pourquoi aujourd'hui les Américains ne sont pas capables d'avoir un Russe contre Poutine avec les armes? C'est ce qu'il nous reste à faire. Donc il faut développer une conscience collective? Ah voilà, peut-être vous avez touché une petite partie de la réponse. Mais quelle est la pensée que nous devons utiliser? Où est le schéma que nous devons utiliser pour mettre fin à la guerre déclenchée au niveau de la pensée? Mais faites des propositions parce que le Congo a besoin de dignes fils comme vous qui puissent lancer des réflexions et aider le pays à sortir de ces gouffres parce que ça fait pratiquement près d'un demi-siècle. Plus d'un demi-siècle, la RDC est en guerre et dans une situation de trouble surtout dans sa partie est. Nous devons définir d'abord l'homme. Nous nous appelons tous Congolais, mais nous n'avons jamais répondu à cette question. Congolais en lingala veut dire quoi? Ou qui? Congolais en Swahili, Congolais en Chiluba, Congolais en Kikongo, Congolais en Ikela veut dire quoi? Nous n'avons jamais défini le Congolais parce que pour nous, la troisième voie, le Congo a un problème d'homme, de culture et d'organisation. Tant que quelqu'un n'a pas encore abandonné la culture de belligérance, la culture d'hostilité, la culture de la guerre, et tant que quelqu'un croit que pour mieux se retrouver dans son armée, pour bien se retrouver dans ce système politique, pour mieux faire les affaires à l'est du pays, il faut utiliser le sang de ses frères, les cantonner au Maniema ne va pas résoudre le problème. Et vous dites que pour nous la troisième voie, ça veut dire que vous n'êtes ni de gauche ni de droite. La troisième voie, c'est un courant de pensée spirituelle, scientifique et politique, qui n'est ni socialiste ni socialiste. Mais qui est centriste. Libéraliste ni socialiste. Centriste, avec beaucoup de gens, nous sommes la voie du milieu. Du point de vue de la vision d'État, c'est-à-dire que nous ne croyons pas aux extrêmes. Nous pensons que ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Donc la voie du milieu, mais avec un penchant pour le pouvoir. Non, ça ce sont les camps politiques. Il y a toujours des confusions dans notre discours. En politique, il n'existe que 3 voies et 2 camps. Mais vous avez tantôt salué la diplomatie. Et les fruits de la diplomatie, c'est justement cette trêve, c'est justement ces cantonnements. Non, moi je n'ai pas salué la diplomatie à ce niveau-là. La diplomatie, c'est qu'il a réussi à convaincre le monde entier que les Rwandais nous agressent. Il a réussi à convaincre toutes les tendances politiques du Congo que l'ennemi commun, c'est les Rwandais. Il a réussi à convaincre le Congolais que Tshisekedi ne peut pas trahir le Congo. Et il a réussi à mettre fin au régime de notification, à l'embargo. Il a réussi à doter la RDC d'une politique nationale de défense qui n'existait pas. Donc vous n'êtes pas pour les cantonnements? Non, le cantonnement, ce n'est qu'une étape de respiration, ce n'est pas la solution pour mon peuple. Et la solution, d'après vous, la solution, c'est la guerre? Que le chef est en train de faire. Non. Nous n'avons pas besoin de faire la guerre aux autres. Nous avons besoin d'être forts à l'interne. Et notre grandeur militaire, sécuritaire et policière, elle-même va faire peur à l'autre.
Le Congo doit s'équiper. Le Congo ne peut pas se réveiller pour faire la guerre aux autres. Non, nous n'avons pas cette tendance-là. Je répète, le président de la République a trouvé l'effort pour la guerre sous Joseph Kabila à 100 millions de dollars. Dans moins d'une année, le président Tshisekedi a amené ce pays à 400 millions de dollars. Et dans moins de 5 ans, nous sommes aujourd'hui à 1,6 milliard de dollars budgétisés pour notre défense. Nous sommes avec le recrutement de beaucoup d'éléments et nous avons aujourd'hui la politique nationale de défense et nous avons aujourd'hui la loi de programmation militaire. Voilà quoi je pense que le Congo va respirer. La République démocratique du Congo a signé un mémorandum d'entente avec la Cour pénale internationale, respectivement par les biais de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, du côté congolais, et du côté CPI, c'est le procureur Karim Khan, après avoir effectué une visite de travail dans le sud Kivu, via Goma, il est allé à Bunia, dans la province de Ituri, il est rentré à Kinshasa et sur place, les deux parties ont signé cet accord pour renforcer la coopération entre la RDC et la CPI, justement pour lutter contre l'impunité. Mais ce n'est pas la première fois que la RDC renforce sa coopération avec la CPI. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je peux dire que c'est la première fois que la RDC entame une bonne coopération avec la CPI. Mais Thomas Lubanga avait été arrêté en 2012 et même condamné par la CPI. Déjà la coopération existait. Vous allez comprendre ma logique. Je regrette que cette femme n'ait pas foulé Goma, parce que c'est là que le Congolais tombe chaque jour et chaque soir, il tourne et consort. Karim Khan, c'est un monsieur, c'est lui, ils sont les troisième procureurs de la CPI, après Moreno Ocampo, après Bensouda, et il est passé par Goma. Il n'a pas traîné à Goma. Après Goma, il s'est rendu immédiatement au sud Kivu. Il a rendu visite aux femmes victimes de violences, les femmes victimes de la fistule justement et des violences armées à l'hôpital de Panzi avant d'aller à Bunia. Mais il n'a pas traîné à Goma. C'est la question que l'opinion s'interroge. Pourquoi comme tout autre Congolais me réserve. Voilà pourquoi je vais vous dire que c'est pour la première fois que la CPI signe un bon accord avec la RDC. Un bon accord. Oui. Parce que le statut de Rome est venu corriger la justice internationale qui était incapable de juger les États et à l'intérieur desquels il y avait des individus forts qui maltraitaient l'humanité. On a créé le statut de Rome, c'est-à-dire la charte, si je vais traduire comme ça, de la CPI pour dire nous voulons désormais poursuivre par les États parce qu'en fait un État est une structure sociale en termes de super structure sociale qui lui-même ne commet pas des infractions. Ce sont les individus forts qui sont à l'intérieur des États qui gênent l'humanité. Nous devons créer une justice qui va poursuivre ces individus forts à l'intérieur des États sans tenir compte de leur qualité officielle. Donc ces individus que les États ne savent pas poursuivre. Ne savent pas poursuivre parce qu'ils ont des avantages politiques et diplomatiques qui les protègent. Maintenant, une CPI créée en 2003 trouve au Congo les non-démocrates au pouvoir. La collaboration ne pouvait pas être effective. Les non-démocrates. J'arrive. Les non-démocrates, ça veut dire les gens qui ne sont pas devenus chefs d'État, ministres, après avoir créé un parti politique, après avoir entamé le débat avec les journalistes, comme je l'ai fait avec vous, après avoir entamé le débat contradictoire avec les autres Congolais, et après avoir été élu démocratiquement. Après Kassavubu, le Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo est le deuxième président de la République élu démocratiquement, qui est entré au fauteuil d'État sans coup d'État, sans combine politique, sans négociation politique, par le suffrage universel. Kabila a été aussi élu en 2006 et 2011. Non, mais vous avez dit. Il a été aussi élu en 2006-2011. Mais parce que vous avez dit après Kassavubu, Félix Tshisekedi, c'est le seul président. Vous avez répondu à la question vous-même. Parce que vous dites, il a été aussi élu en 2006. Mais il n'est pas devenu chef de l'État en 2006. Mais comment est-il devenu chef de l'État en 2001? C'est après le coup d'État ou l'assassinat de Mouzé. Alors comment si Kabila, qui n'a jamais été démocrate, qui n'a jamais fait un débat politique, qui n'a jamais été élu démocratiquement, pouvait-il saluer la présence de la CPI ici?
Mais en son temps, il avait coopéré. On avait arrêté Thomas Lubanga et d'autres acteurs politiques. Ça, c'était des règlements politiques. Parce que pendant qu'il y coopérait pour livrer, je ne dis pas que c'est lui qui l'a livré, hein, parce que vous avez dit qu'il a coopéré. Non, ne citez pas d'autres noms. Donc, pendant qu'il y avait coopération entre la CPI et le régime de l'époque, il n'y avait pas le droit de l'homme respecté à l'intérieur du pays. Il n'y avait pas de liberté de manifestation acceptée au pays. Il n'y avait pas de liberté des médias acceptée au pays. Il y avait des marches réprimées jusqu'au sang. Rosie, Mukendi, Thérèse, Kapangala et consorts. Maintenant que le régime que nous attendions est arrivé avec Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo et les soldats de l'IDPS, le peuple d'abord, l'état de droit. Et tout Congolais, même les plus malhonnêtes, ne peut pas accepter, ne peut pas nier une réalité. Que depuis que nous sommes État, 61 ans après, il n'y a jamais eu un régime d'un chef de l'État qui a fait avancer les questions de l'État de droit plus que le régime de Félix Tshisekedi. Puisque vous parlez des questions de l'État de droit, les deux partis, donc la CPI et la RDC, se sont engagés justement à renforcer leur coopération pour lutter contre l'impunité, lutter contre les crimes de guerre, les crimes de génocide et les crimes d'agression. Mais ce qui étonne, l'opinion d'aucuns se demande, le procureur de la CPI, lors de son récent séjour en RDC, pourquoi ne s'est-il pas arrêté pendant même 24 heures ou 48 heures dans les Nord Kivu? Vous savez, quand on parle de Nord Kivu ici, on fait allusion à Kishiché, où des civils ont été massacrés impunément comme ça. Il y a des civils qui continuent à être massacrés. Des massacres qu'on peut mettre dans les sacs, justement, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Mais directement, Bunia via le Sud Kivu. C'est là qu'il faut documenter, justement. Le plus important, c'est ce que je suis en train de vous dire. Que sous Tshisekedi, le pouvoir exécutif n'interfère pas aux questions du pouvoir judiciaire. C'est démontrable. Sous Tshisekedi, les signaux de l'Internet, les signaux de la RFI, des chaînes ne sont pas retirés, toutes les chaînes fonctionnent. Donc, ne sont pas coupées. Ne sont pas coupées. Sous Tshisekedi, les libertés de manifestation, les libertés d'opinion sont au grand jour. Sous Tshisekedi, il n'y a pas d'exilé politique. Maintenant, répondez à la question par rapport à Karim Khan, qui ne s'est pas arrêté momentanément. Je soutenais d'abord la thèse sur laquelle c'est le meilleur moment de collaboration entre la CPI et la République. Donc vous voulez parler de l'état de droit. Parce que c'est l'ère de l'état de droit sous Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, sous Tshisekedi, l'état de droit implique le droit à la parité. Aucun président n'a promu le leadership féminin plus que Tshisekedi. Plus de 30% des femmes dans les institutions. La masculinité positive. Voilà. Aujourd'hui, sous Tshisekedi, combien de prisonniers d'opinion? Combien de prisonniers politiques? Salomon Idi Kalonda. Ce n'est pas un prisonnier d'opinion. Ce n'est pas un prisonnier politique. Mais il a été arrêté alors qu'il voulait embarquer, il tenait à embarquer. Il a passé pratiquement, il est passé par tous les checkpoints. Pendant qu'il voulait embarquer dans l'avion, il a été interpellé. Moi, j'ai été sorti de l'avion à Lodja. Arrêté à Lodja. Vous étiez à bord de l'avion? Oui. En attendant le décollage. Arrêté sans cause et libéré sans condition. Expliquez-nous que ça s'est passé comment? Parce que vous êtes dans l'avion, on va faire des hublots. Lorsque vous avez des problèmes liés à la justice, supposons que vous êtes sous la recherche de la justice. Les services de renseignement sont à vos trousses, par exemple. Maintenant que vous avez réussi à échapper à toutes les étapes et qu'on informe au service de la sécurité ou de l'intelligence nationale que le monsieur qui est recherché par la Cour pénale internationale, par exemple, Fumutoto est recherché, il est maintenant dans l'avion. Oui. On va dire, et surtout, vous n'êtes pas recherché pour les infractions des droits communs. Vous êtes recherché pour atteinte à la sûreté de l'État. Infractions de haute facture et les dernières infractions. Parce que peut-être que les gens ne mesurent pas la gravité. Hein. Atteinte à la sûreté de l'État. La sûreté de l'État sont tous les moyens, toutes les mesures, tous les instruments, les personnes, les services et les personnels qui font exister, maintenir l'État. C'est ça la sécurité de l'État. Ça veut dire que si vous bougez un service parmi eux, l'État peut sommeiller. Et vous avez été interpellé comment? Parce que vous parlez. Moi, ça a été des questions politiciennes. Dans l'avion et puis on m'a laissé, il n'y a rien eu. Mais je voulais seulement vous faire voir que si les faits qu'on me reprochait étaient fondés,
Ce n'est pas l'avion qui vous fait échapper du contrôle de la justice ou des services de sécurité. Je ne sais pas ce qu'on veut dire. Je ne sais pas ce qu'on veut dire. Parce qu'il y a des gens qui peuvent arriver devant les services et utiliser d'autres moyens. Il a échappé au contrôle des services. On se raconte même, vous atterrissez. On va vous arrêter là-bas. De quoi on parle? On dit qu'on l'a mal arrêté, mais qu'on démontre comment. On a Et une arme a été trouvée sur lui. On a eu des charges sur lui. On ne dit pas qu'il est condamné. Mais le ministère public qui a instruit les dossiers a dit voici ce qu'on lui reproche. C'est l'opportunité offerte à ces avocats de démontrer le contraire. Mais l'opposition crie sur le toit que c'est une cabale montée de toutes pièces. Ok, on dit sur Idi Kalonda, c'est un acharnement sur l'opposition. Et le conseil spécial chef de l'État, Bisselele, qui aujourd'hui... Bifort. Voilà. Qui a été aussi arrêté dans les mêmes circonstances. Maintenant, c'est l'acharnement sur le pouvoir. Parce que si on arrête un opposant suspecté d'attenter à la sûreté de l'État, on dit acharnement sur l'opposition. Et lorsqu'on arrête quelqu'un qui est proche du chef de l'État, dans les mêmes conditions. Lorsqu'il y a Monga Chouchou, aujourd'hui, on disait au départ sur le dossier Monga Chouchou qu'il s'agit d'un acharnement. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore affirmer que c'était un acharnement? Bon, ce sont des dossiers qui sont en instruction en voilà. justice, on ne veut pas entrer dans les détails. Mais pourquoi continuer à dire la qu'il s'agit là des acharnements politiques alors qu'on doit laisser la justice faire son travail? Laissons justement la justice faire son travail. Nous allons aborder le dernier sujet de ces magazines politiques, c'est la proposition de loi sur la répartition des sièges qui fait couler beaucoup d'encre. Il y a des territoires, il y a des villes, il y a même des chefs-lieux de province qui se sont vus aujourd'hui être amputés de leurs sièges, des sièges qu'ils avaient auparavant. Et dans la nouvelle loi qui a été proposée au Parlement, il y a des coins du pays qui ont perdu des sièges. Il y a beaucoup d'agitation dans les états-majors des partis politiques et même certains opposants demandent la surséance du vote de cette loi sur la répartition des sièges. Votre lecture, Fumutoto? Je suis très content de votre introduction. Je prends l'illustration d'un cas, le territoire de Lomela. Dans la province de Sankuru. Dans la province de Sankuru. C'est mon territoire d'origine. Lomela. Je suis plus quinois que Lomela. Parce que vous avez grandi ici. J'ai grandi ici, j'ai posé mes actes politiques ici et les Quinois m'ont porté et je représente quelque chose devant moi-même. Donc vous êtes quelqu'un de Lomela, des noms seulement? Pas de noms, de tout, mais d'abord Quinois. D'accord. Mais pas Quinois de naissance, mais Quinois d'évolution. À Lomela, la tribu la plus majoritaire, c'est les Ikela, ma tribu, Bachikela. Maintenant, les Bakela, ma tribu était à plus de 37 000 électeurs, c'est revenu à 35. Et d'autres tribus où il y avait moins d'électeurs, ça a augmenté. Tout de suite, là, si on ne veut pas pousser des réflexions, on va dire, il y a eu manipulation. Non. Combien d'entre nous sommes descendus pour mobiliser les électeurs? Si je comprends bien, s'il y a des endroits où il y a, je ne vais pas anticiper les débats, s'il y a des endroits, des coins du pays, des contrées qui ont perdu des sièges, c'est parce que les gens ne se sont pas fait enrôler. C'est-à-dire que, est-ce que nous les politiciens, nous maîtrisons, nous contrôlons le mouvement de la population? L'exode rural, est-ce que nous contrôlons ça? Lorsqu'on a déployé les kits, est-ce que nous avons fait le suivi pour que les kits arrivent à temps, comme à Lomela? Les kits sont arrivés en retard, alors qu'il fallait respecter les délais. Alors ces demandes de l'opposition ne tiennent pas debout. Non, c'est d'abord la surséance, il faut même du débat, du vote sur la loi. Ce que chez nous ici, le drôle, c'est que nous ne faisons pas souvent les débats politiques. Nous faisons la contestation dans la politique et non les débats politiques. L'opposition doit avoir un projet de société contraire à celui qui est au pouvoir et on doit se contredire par rapport aux offres politiques et républicaines en top. Tu vois, nous, chez nous, nous sommes au pouvoir, pour nous, tout ce qui est au pouvoir est rose. Nous acclamons. Ceux qui sont en opposition contestent tout. Dernière question avant Est-ce que je peux terminer là? Terminer dans 3 secondes. Parce la compétence étant d'attribution, qui a qualité de battre cette loi et finalement la rendre effective. La CNI a proposé à acquis des droits et c'est au Parlement que ça doit se discuter. Maintenant, de quel droit les opposants doivent dire on doit surseoir à cette loi comment? L'Assemblée nationale comme le Sénat siège une fois que le quorum est atteint.
avec ou sans opposition. Non mais écoutez, là c'est le quorum. Quand on demande le quorum est-il atteint pour débuter la séance, on ne pose pas la question, le quorum de l'opposition non plus du pouvoir. Dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, comme dans celui du Sénat, il n'y a pas un quorum de l'opposition et un autre du pouvoir. Il y a le quorum des députés et sénateurs sur place pour décider. Maintenant, si nous entrons demain dans la séance, au niveau de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso trouve que non, le quorum est atteint pour décider. Il va dire comme l'opposition est sortie, il ne décide pas. Mais n'oublions pas que la démocratie, c'est la dictature de la loi. Et c'est de la loi. De la majorité. J'ai dit non, j'ai dit la dictature de la loi. C'est-à-dire si la loi dit, pour siéger, il faut un quorum de la moitié plus 1. Dès qu'il y a le quorum atteint de la moitié plus 1, on va siéger. Voilà. Mais la majorité, la démocratie, c'est aussi la dictature de la majorité sur la minorité, sauf si c'est laissé protégé par une autre disposition de la loi. Voilà, le message est donc, passé. L'opposition, je termine en disant ceci. Cette opposition, qui appelle, disait, si c'est qui veut glisser, il n'y aura pas glissement, ne veut pas organiser les élections, c'est cette opposition qui dit il faut surseoir la loi et attendre le consensus. Maintenant, le consensus, c'est-à-dire revoir la CNI, revoir la Cour constitutionnelle et revoir aussi le calendrier de Dieu. C'est-à-dire qu'un jour... Le calendrier de Dieu. Mais ça veut dire que Dieu a fait une semaine, Dieu a fait le jour, un jour c'est lever et coucher du soleil. Et nous les hommes, nous avons apporté l'état culturel, c'est-à-dire une semaine à 7 jours, et un mois à plus ou moins 30 ou 28 jours. Maintenant, lorsqu'ils nous demandent de ne pas glisser et de surseoir les processus électoraux, et on revient à quoi? Au glissement, au surglissement. Au nom de la paix, le consensus. Maintenant, qui demande le glissement maintenant? Parce qu'on disait hier, c'est le pouvoir qui a besoin du glissement. Maintenant, lorsqu'on nous demande de surseoir une opération, ça veut dire qu'on va gagner du temps. Le temps, on va le gagner où? Dans l'état du futur ou du passé? Et je comprends votre position, donc il faut continuer. Nous, notre position, c'est que nous devons organiser les élections dans le délai. Et doit être voté au Sénat et puis aller aux élections au mois de décembre 2023. Le consensus est institutionnel et non extra-institutionnel. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine politique. Déjà. Oui, il y a beaucoup de choses. Le temps, c'est de l'argent. Sur notre descente en province. Oui, peut-être en 30 secondes, parce que vous êtes coordonnateur national de l'Union des communicateurs de la République pour le compte de l'Union sacrée. Voilà. Est-ce que vous avez des représentations en province? Qu'est-ce que vous comptez faire? Parce qu'au niveau national, nous vous savons coordonnateur national, secondé par Thierry Mossenepo. Est-ce qu'il y a des structures en province rapidement et nous terminons par... Oui, notre statut ou notre charte, nos statuts et notre charte, aussi bien que notre règlement intérieur, prévoit qu'il y ait des structures de représentation en province. Mais nous avons commencé dès le mois passé à installer l'ICOR au niveau des provinces. Nous avons été au Lualaba, très honorés par les réalisations de Mme Fifi Masuka Lavouana, sous l'impulsion du chef de l'État. Vraiment, ça, c'est la déborant, comme Juge 5, 7, la Bible dit, les hommes étaient sans force. Quand moi, Déborah, je me suis levé comme maire. Vous êtes pasteur? Oui, je suis aussi pasteur, mais ce n'est pas le cas de le dire. Madame Fifi Masuka, c'est une fierté pour la République démocratique du Congo. Et je pense que cette femme-là a humilié les personnages politiques de Moïse Katumbi par ses réalisations. Et je pense que ne nous emmenez pas dans les conflits, de votre ce ne sont pas des conflits, je communique. Il faut bien communiquer. Le chef de l'État avait raison d'impulser la décentralisation. Dans les provinces, rapidement. Le chef de l'État avait raison de croire au leadership féminin, parce que j'ai combiné les réalisations de Kisangani, de Mme Madeleine Nikomba, et les réalisations de Mme Fifi Masuka. J'ai compris que, oui, à l'oba que moi, ça tourne en boucate, Maman Fifi Masuka a quoi ici? Pour Nanini, si vous voyez le nombre de routes, le nombre de bâtiments, la qualité de la ville, dans moins de 2 ans de gouvernance cette dame-là, vous pensez vraiment que le chef avait raison de croire à la femme. Et de là, nous sommes arrivés à Kisangani et nous avons trouvé la modernisation de l'aérogare, de l'aéroport international de Bangoka. Nous avons trouvé la modernisation de la route qui mène de l'aéroport jusqu'en ville et la route qu'au niveau de l'IBTP à Kisangani. Nous avons compris que nous avions tort de penser que Kinshasa, c'est le Congo. Et l'opposition qui disait que Tshisekedi n'a rien fait, nous l'appelons, que nous puissions descendre avec elle en province, voir les projets de 145 vous avez commencé à installer les structures en province. Installer là-bas. Nous allons là-bas en amenant
les réalisations du chef de l'État que nous communiquons à Kinshasa en province, aller toucher, palper du bout des doigts les réalisations sous l'impulsion du chef de l'État en province. Et après les lois là-bas, c'était la province? C'était la province, non, la Chopo. La Chopo, après la Chopo. Et bientôt là, nous serons ailleurs, en train de parler du chef et de ramener les réalisations merci, Fumutoto. de la province. Merci Fumutoto Bassanga. Je rappelle que vous êtes les coordonnateurs national des communicateurs de la République, membre de l'Union sacrée. Vous êtes en même temps président national de l'idéal patriote, parti politique de la troisième voie. Et en même temps l'homme de la troisième voie. L'homme de la troisième courant de pensée, nous sommes avec vous dans quelques heures dans les heures. Merci beaucoup. Dans quelques heures, dans quelques mois, dans 6 mois pratiquement. Merci surtout à vous tous. Les mois contiennent aussi les heures. Voilà, merci beaucoup Fumutoto. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous nous retrouvons dans un prochain numéro. Merci, au revoir.